Présidente, monsieur le rapporteur général, chers collègues, nous entendons ce matin Madame Karine Camby, présidente de la première chambre de la Cour des comptes et membre du Haut Conseil des finances publiques. Vous venez, Madame, nous présenter pas moins de 4 documents. Le rapport sur le budget de l'État en 2022, l'acte de certification des comptes de l'État pour la même année, et enfin les avis du Haut Conseil sur les projets de loi de règlement de 2021 et 2022. Ces documents permettent d'avoir un regard très complet sur les comptes publics et plus particulièrement sur les comptes de l'État en 2022. Le rapport de la Cour, accompagné de 64 notes d'exécution budgétaire, offre une analyse extrêmement riche de l'ensemble des dépenses et recettes de l'État. Je pense que c'est plutôt le caractère rétrospectif de ces documents qui fait que certains de nos collègues ne nous ont pas rejoints, mais peut-être vont-ils arriver avec quelques minutes de retard. L'acte de certification des comptes de l'État valide le caractère dans l'ensemble sincère des comptes, avec toutefois des réserves notables et persistantes. Ce n'est pas une simple formalité. On a vu cette année que la Cour a refusé de certifier les comptes de la branche famille de la Sécurité sociale et de la Caisse nationale des allocations familiales. Enfin, l'avis du Haut Conseil sur le projet de loi de règlement pour 2022 rappelle l'état très dégradé de nos finances publiques. Après l'audition du ministre chargé des comptes publics, Gabriel Attal, le 2 mai dernier, votre audition s'inscrit dans le cadre des travaux de la Commission sur le contrôle de l'exécution 2022, dans la perspective de l'examen du projet de loi de règlement qui devrait intervenir début juillet en séance. Contrairement à l'an dernier, le projet de loi de règlement a en effet été présenté dès le 13 avril, ce qui nous donne davantage de temps pour l'examiner. Nous devrons également examiner une seconde fois le projet de loi de règlement pour 2021, puisqu'il avait été rejeté l'an passé et a été déposé une seconde fois par le gouvernement. Je vous rappelle que cette audition est retransmise en direct sur le site internet du Sénat. Et donc, Madame la Présidente, je vous cède à présent la parole pour un exposé liminaire qui se poursuivra, comme c'est traditionnel, par un jeu de questions et réponses. Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup Monsieur le Vice-président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je voudrais tout d'abord vous présenter et vous transmettre les regrets du premier président de la Cour des comptes qui n'a pas pu être présent avec vous ce matin et qui m'a donc demandé de le représenter. Je voudrais bien sûr, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Vice-président, vous présenter plusieurs rapports de la Cour des comptes, mais aussi du Haut Conseil des finances publiques. Comme vous le savez, la publication de ces rapports est un moment très important pour la Cour des comptes et pour ses magistrats qui sont très nombreux à travailler sur ces documents et qui sont particulièrement attachés à leur mission d'assistance au Parlement dans le contrôle de l'exécution budgétaire. Donc, je suis accompagnée ici par les principaux artisans de ces travaux, messieurs Gianesini, Vazeille et Vareille, et madame Aberhardt pour le rapport sur le budget de l'État. Rapport, comme vous l'avez rappelé, dont la publication est accompagnée de 64 notes d'exécution budgétaire. Monsieur Laurent Zéra pour la certification des comptes de l'État et monsieur Éric Dubois, qui est le secrétaire général du Haut Conseil des finances publiques. Alors, il nous semble que du rapport sur le budget de l'État, il convient de retenir 4 idées fortes pour l'année 2022. Le premier, c'est que le rapport sur le budget de l'État fait apparaître le maintien d'un niveau très élevé de déficit qui pèse sur le volume de la dette, alors même que l'inflation en a augmenté le coût. Le second message, c'est qu'il y a un dynamisme exceptionnel des recettes, nous y reviendrons, qui sont en forte progression, mais il y a également une très forte progression des dépenses et donc cela n'a contribué qu'insuffisamment à la réduction du déficit. En troisième lieu, le rapport formule des recommandations pour améliorer la lisibilité du budget et renforcer la portée de l'autorisation parlementaire,
Enfin, j'attirerai votre attention sur les risques qu'identifie le rapport pour l'avenir, notamment le poids grandissant des lois de programmation qui prévoient des crédits supplémentaires pour certaines politiques publiques et l'impact attendu de la hausse des intérêts, des taux d'intérêt sur la charge de la dette. Donc le premier message, c'est celui d'un déficit toujours élevé, d'une progression continue de l'endettement et d'une forte hausse de la charge de la dette. En 2022, le déficit du budget de l'État s'est établi à 151,4 milliards d'euros. C'est en légère baisse par rapport à 2021, puisque le déficit s'était élevé à 170 milliards. Malgré cette baisse, il reste très élevé par rapport aux années antérieures. À titre de comparaison, en 2019, le déficit était de 92,7 milliards. Alors, permettez-moi, en tant que membre du Haut Conseil et représentant aujourd'hui son président, Pierre Moscovici, de rappeler que le solde de l'ensemble des comptes publics, c'est-à-dire non seulement de l'État, mais aussi de ses opérateurs, des administrations de sécurité sociale et des collectivités territoriales et de leurs opérateurs, représente encore un déficit de 4,7 points de PIB en 2022, contre 6,5 points l'année précédente. Le solde structurel, qui neutralise les effets de la conjoncture ainsi que les mesures temporaires, s'élève à 3,4 points de PIB potentiel. Même s'il est nettement réduit par rapport à 2021, puisqu'il atteignait 4,4 points de PIB potentiel, une nette réduction de ce déficit structurel est encore indispensable pour réduire l'exposition de la France à un risque d'insoutenabilité de la dette. En effet, l'évolution du solde structurel présenté par le gouvernement pour 2022 est supérieure de 2,6 points à la prévision retenue dans la loi de programmation pour les finances publiques de 2018-2022. Cet écart est très nettement supérieur, vous l'aurez noté, aux 0,5 points de PIB qui aurait pu justifier le déclenchement d'un mécanisme de correction si la clause de circonstances exceptionnelles s'appliquait. Je rappelle que la Commission européenne a d'ores et déjà proposé de lever cette clause au 1er janvier prochain et nous reviendrons donc à des règles qu'il convient encore de préciser. Le Haut Conseil invite par conséquent dans son avis le gouvernement à préciser rapidement les conditions de la levée de cette clause de circonstances exceptionnelles ainsi que son calendrier. J'en reviens maintenant au budget de l'État. En conséquence du niveau élevé de déficit, la dette à moyen et long terme de l'État a continué sa progression. Le volume de dette a augmenté de 24% en 3 ans, passant de 1 823 milliards d'euros fin 2019 à 2 278 milliards d'euros fin 2022. Le besoin de financement demeure élevé, 280 milliards d'euros en 2022, et il est supérieur de 60 milliards d'euros à 2019. Dans un contexte où, à cet endettement élevé, s'ajoute une forte inflation et une augmentation des taux d'intérêt, la charge de la dette constitue évidemment un point d'attention extrêmement important. Une première augmentation de cette charge de la dette avait été observée en 2021, mais elle était limitée à 2 milliards d'euros. En 2022, nous constatons une rupture très nette puisque la charge de la dette a progressé de 13,2 milliards d'euros pour atteindre 50,7 milliards d'euros en 2022, ce qui représente une augmentation de 35%. Cette augmentation n'avait pas été anticipée par la loi de finances initiale qui prévoyait une charge de 38,7 milliards d'euros. Le principal facteur de hausse n'est cependant pas, à ce stade, la hausse des taux, dont les effets ne se sont pas encore fait sentir sur le stock de dette, mais l'inflation, qui s'est traduite par une augmentation de près de 12 milliards d'euros des provisions pour charges d'indexation des titres indexés sur l'inflation. Afin de limiter l'accroissement de la dette, de la charge de la dette dans ce contexte de reprise de l'inflation, la Cour recommande donc d'actualiser rapidement la doctrine sur les conditions d'émission des titres indexés.
La hausse des taux, si elle devait être durable, pourrait cependant exercer à long terme une pression très supérieure à celle de l'inflation sur la charge de la dette et réduire en conséquence nos marges de manœuvre budgétaires. L'impact de la remontée des taux sera appelé à peser davantage à partir de 2023 et l'agence France Trésor estime qu'une hausse de 100 points de base des taux d'intérêt renchérit la charge d'intérêt de 2,5 milliards la première année, de 6 milliards la deuxième année et de 30 milliards à l'horizon de 10 ans. L'impact serait donc considérable et pourrait limiter drastiquement, comme je le disais à l'instant, les marges de manœuvre budgétaires. Le second message de ce rapport concerne bien sûr le dynamisme des recettes qui, après une forte progression en 2021, continue d'être exceptionnelle en 2022. L'année 2022 a donc été marquée par ce dynamisme. Les recettes du budget général ont progressé de 32 milliards en 2022. Et cette progression s'explique principalement par la forte augmentation spontanée des recettes fiscales et non par des mesures nouvelles. Les recettes fiscales ont donc atteint en 2022 323 milliards d'euros, c'est un record historique. Cette croissance a notamment été tirée par la hausse de l'impôt sur les sociétés ainsi que par la hausse de la TVA. Elle est d'autant plus notable qu'il y a eu des mouvements à la baisse, notamment la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité qui a baissé de près de 5 milliards d'euros dans le cadre de la mise en place du bouclier tarifaire, mais également la suppression de la redevance audiovisuelle qui a pesé à hauteur de 3,6 milliards d'euros à la baisse sur les recettes de TVA. Comme lors des deux exercices précédents, le rapport fait apparaître un enjeu d'amélioration des prévisions de recettes fiscales et une meilleure information sur les facteurs d'évolution des recettes dans les documents budgétaires. En effet, l'écart qui est observé entre l'exécution et la dernière loi de finances rectificative est substantiel, 7,5 milliards d'euros. La Cour recommande donc de fournir de manière précise dans les documents budgétaires, à l'occasion des lois de finances rectificatives, des éléments permettant de justifier pour chacun des grands impôts les nouvelles estimations de recettes fiscales et l'origine des écarts avec les prévisions des lois de finances initiales ou rectificatives antérieures. D'autre part, l'année 2022 a été marquée par une nouvelle augmentation des dépenses de l'État, et ce, malgré un très net reflux des dépenses d'urgence sanitaire et de relance. La Cour constate donc que la France n'est pas sortie du « quoi qu'il en coûte », au risque de créer une situation anormale de dépendance à la dépense. J'attire votre attention sur le fait que les dépenses du budget général ont augmenté de 33% depuis 2019. L'année 2022 s'est bien sûr caractérisée par un choc inflationniste et par les conséquences de la guerre en Ukraine qui ont conduit le gouvernement à adopter en cours d'année la programmation de la loi de finances initiale. Ainsi, malgré une baisse de plus de 47 milliards des dépenses d'urgence sanitaire et de relance, les dépenses du budget général de l'État ont progressé de 19 milliards en 2022. Si on neutralise les dépenses d'urgence et de relance, cette augmentation des dépenses en 2022 est de 66 milliards. 12 milliards concernent les dépenses relatives aux mesures énergie et inflation, 10 milliards la dotation en vue de la renationalisation intégrale d'EDF, 13 milliards la charge d'intérêt de la dette, enfin son augmentation, et les autres dépenses, 31 milliards, représentent des augmentations qui tiennent en fait aux dépenses ordinaires de l'État, c'est-à-dire principalement ses dépenses de fonctionnement et sa masse salariale. Alors, je voudrais m'arrêter une seconde sur les dépenses de personnel, car malgré une baisse notable des effectifs qui n'était pas attendue, puisque la loi de finances initiale prévoyait une augmentation nette des créations d'emplois, il y a eu une diminution des effectifs en ETP de près de 5 800
ETP en 2022, plus fortes qu'en 2021. Ces diminutions se concentrent surtout sur les ministères de l'Éducation, de l'Économie et des Armées et sur le ministère de la Transition écologique. En dépit de cette situation qui montre une certaine baisse d'attractivité peut-être de l'emploi public, dans un contexte quand même de forte tension sur le marché du travail, les dépenses de personnel atteignent 138,8 milliards d'euros en 2022, donc 94,5 milliards de rémunération et 44,4 milliards de contributions au compte d'affectation spéciale pension. L'augmentation des rémunérations est bien sûr portée par la revalorisation du point d'indice qui pèse pour 1,4 milliard d'euros sur la masse salariale en 2022 et pour 1 milliard d'euros en revalorisation catégorielle. Enfin, le coût des dépenses fiscales augmente également de 4,6 milliards d'euros en 2022 pour atteindre un total de 94,2 milliards d'euros, notamment sous l'effet de la très forte hausse de la taxation forfaitaire au tonnage des entreprises de transport maritime, qui est proportionnelle au chiffre d'affaires de ces entreprises. La maîtrise des dépenses fiscales continue donc de constituer un enjeu important dans le pilotage du solde budgétaire. À ce titre, la Cour constate à nouveau le caractère inopérant des mécanismes destinés à en stabiliser le nombre. Il y a 465 mesures de dépenses fiscales recensées dans le PLF pour 2023 et le coût de ces dépenses fiscales, sachant que les évaluations qui devaient être réalisées pour éventuellement les ajuster ou les supprimer n'ont dans l'ensemble pas été réalisées. Mon troisième point concerne l'autorisation parlementaire donnée par la loi de finances. En effet, le rapport met en lumière un cycle important de sous-consommation et de report de crédit. Ce cycle a été initié en 2020 et poursuivi en 2021. Dans le contexte de la crise sanitaire et énergétique, le gouvernement a en effet inscrit en loi de finances initiale et rectificative des enveloppes larges de crédits allant parfois au-delà des enveloppes prévisibles. Cette situation a conduit à une sous-consommation des crédits de 24,6 milliards en 2022, comme en 2021, après 37,5 milliards en 2020. Ces crédits, au lieu d'être annulés, ont été en grande partie reportés sur l'exercice suivant. Les reports ont atteint 23 milliards en 2021, ils s'élèvent encore à 18,7 milliards en 2022. Ce sont des niveaux très supérieurs aux niveaux antérieurs, comme vous le voyez sur le graphique qui est projeté. Ces pratiques portent atteinte au principe d'annualité et elles s'interrogent aussi sur le respect du principe de spécialité, dans la mesure où ces redéploiements massifs, permis par les reports, sont susceptibles de bénéficier à d'autres politiques publiques que celles qui avaient justifié leur autorisation initiale. La Cour recommande donc de n'ouvrir en loi de finances initiale et rectificative que les crédits strictement nécessaires à l'exercice en cours et bien sûr de limiter les reports et d'apurer les autorisations d'engagement affectées à des opérations d'investissement qui seraient devenues sans objet. De façon globale, il s'agit d'encourager à une gestion budgétaire plus rigoureuse. Le second point que je souhaiterais aborder concerne le budget vert, qui fait l'objet d'un développement spécifique dans le rapport. Comme vous le savez, depuis 2020, le gouvernement publie une annexe au projet de loi de finances sur l'impact environnemental du budget de l'État, ce qu'on appelle communément le budget vert, qui s'apparente en réalité à une démarche de cotation. C'est une avancée importante qui nous place parmi les pays qui font le plus d'efforts pour identifier ces dépenses vertes. Cependant, la Cour estime qu'il y a des limites encore importantes et qu'il y a des marges de progression, puisque seulement 10% des recettes
des dépenses, sont cotées favorables ou défavorables. 90% des dépenses aujourd'hui ne sont soit pas cotées, soit cotées neutres. Il y a donc, comme vous le voyez, un travail approfondi à réaliser, et la Cour publiera d'ailleurs prochainement un rapport spécifique sur ce sujet. Enfin, dernier point, le rapport identifie la complexification croissante des relations entre l'État et les autres administrations publiques à l'occasion de la crise sanitaire. Le montant total transféré par l'État aux collectivités atteint 143 milliards d'euros en 2022, ce qui représente une hausse de 2,4%, notamment sous l'effet de nouvelles affectations de TVA en compensation de réformes fiscales récentes, la suppression de la taxe d'habitation et la baisse des impôts de production. Comme la Cour l'avait rappelé dans son rapport public annuel 2023, le financement prépondérant des collectivités par la voie d'affectation d'impôts et de prélèvements sur recettes offre des ressources dynamiques, notamment en matière de TVA, mais limite aussi les possibilités de régulation budgétaire pour l'État. La TVA devient également une ressource déterminante de la protection sociale, laquelle n'est plus financée par les cotisations que pour la moitié de ses recettes. La TVA représente 60% des 95 milliards d'impôts et taxes affectés à la protection sociale. Par ailleurs, le budget de l'État, comme vous le savez, finance également les prestations sociales versées par les CAF pour 42 milliards en 2022, ce qui, dans un objectif de lisibilité et de consentement à l'impôt, est quand même un peu opaque et mérite beaucoup d'explications pour être compréhensible. Enfin, je souhaite attirer votre attention sur les risques qui pèsent sur la trajectoire budgétaire à venir. L'analyse de l'exécution du budget 2022 met en lumière 3 grands risques susceptibles d'affecter la soutenabilité des finances publiques au cours du prochain exercice. Le report des crédits, comme je l'évoquais tout à l'heure, reste important et se traduit par des restes à payer qui sont très significatifs. Les reports non consommés de 2022 sur 2023 s'élèvent à 8 milliards d'euros hors fonds de concours et attribution de produits, contre 1 à 2 milliards avant la crise, et 5,2 milliards de crédits non consommés sur la mission économie ont été reportés. Ces reports autorisés par la LFI pour 2023 concernent 40 programmes. Ce nombre important d'exemptions ne peut plus se justifier comme précédemment par l'incertitude découlant de la crise sanitaire. Les restes à payer atteignent 214 milliards fin 2022. Ils augmentent très sensiblement également. Enfin, dernier point, les lois de programmation sectorielles, au nombre de 5, rigidifient drastiquement la dépense. Elles représentent 20% du budget de l'État en 2023 et contraindront fortement à l'avenir les autres dépenses. Un dernier mot pour terminer sur la certification des comptes de l'État. Il convient de rappeler que pour la première fois, depuis que la Cour certifie les comptes de l'État, les comptes de l'exercice 2021 n'ont pas été approuvés par le Parlement, comme vous le rappeliez, monsieur le vice-président, dans votre propos introductif. Aussi, même si l'administration a trouvé une solution comptable pour porter le déficit de l'exercice 2021 dans les comptes de l'État, celui-ci n'a pas pu être affecté au report à nouveau, ce qui évidemment ne constitue pas une bonne pratique. En second lieu, la Cour a constaté un certain progrès dans la qualité des comptes, puisqu'elle ne relève plus que 4 anomalies significatives qu'on peut considérer comme des réserves, contre 5 en 2021, et la levée de ces anomalies, qui constituent plutôt des points de principe sur la présentation des comptes, pourrait être levée si l'État le souhaitait. Le nombre d'insuffisances d'éléments probants qui constituent en fait plutôt des points sur lesquels la Cour n'a pas obtenu les informations nécessaires pour se prononcer
sont au nombre de 13 contre 10 en 2021. Il s'agit notamment du montant des engagements de retraite des fonctionnaires civils et militaires de l'État, des charges relatives au bouclier tarifaire déployé en 2022 ou de la valeur du patrimoine immobilier de l'État. Je rappellerai que dans les comptes de l'État, pour l'essentiel, les principes de la comptabilité d'entreprise sont appliqués. C'est une comptabilité en droit constaté. Donc, bien évidemment, les soldes ne sont pas tout à fait les mêmes, de même que les montants de dépenses et de recettes. Ainsi, et c'est la slide suivante, alors que le déficit de l'État s'est amélioré de 19 milliards en comptabilité budgétaire, il s'est dégradé de 19 milliards en comptabilité générale et atteint moins 160 milliards d'euros. Les charges de fonctionnement sont en hausse alors que les charges d'intervention sont stables et les constats globalement sont quand même identiques à ceux que je viens de vous exposer. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'au bilan, il y a une insuffisance d'actifs de 1 758 milliards d'euros et donc un endettement financier de 2 500 milliards d'euros contre 2 368 milliards un an plus tôt. Enfin, le montant des engagements hors bilan atteint 4 000 milliards d'euros au 31 décembre 2022. En conclusion, comme vous l'avez dit, la Cour certifie avec réserve le compte général de l'État. Elle estime qu'au regard du recueil des normes comptables, il est régulier et sincère et donne une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé et de la situation du patrimoine de l'État. Je vous remercie. Nous allons procéder à un certain nombre de questionnements, bien sûr, pour approfondir l'ensemble de ces rapports. Il est indiqué dans le rapport qu'il est peu probable qu'au cours des prochaines années, les recettes fiscales affichent le même dynamisme. Considérez-vous que l'élasticité très forte des recettes à la croissance connue en 2022, 2,2, risque de ne pas se reproduire? Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre? Par ailleurs, le gouvernement nous dit régulièrement que la diminution des taux de l'impôt sur les sociétés permet aux entreprises d'améliorer leur situation et finalement d'accroître les recettes d'IS. Vos analyses vous permettent-elles d'apprécier ou pas un tel effet? Et pour ma seconde question, je reviendrai sur la question de l'inflation. Nous constatons un écart important entre la prévision et l'exécution et qui concerne la part de la charge de la dette relative aux titres indexés à cause de l'inflation. Les titres indexés ont coûté 15,5 milliards d'euros alors que le coût prévisionnel était de 4,1. Vous proposez de développer et d'actualiser la documentation publique sur les modalités de recours aux titres de dette indexés. En quoi le suivi de ces titres indexés est-il insuffisant et cela permettrait-il de réduire l'exposition de la charge de la dette aux aléas de l'inflation, ce qui est bien l'objectif recherché, me semble-t-il. Voilà pour mes questions. Peut-être bien sûr Jean-François Husson, le rapporteur général, qui suit toutes ces questions budgétaires globales avec une grande attention. Jean-François. Oui, merci Monsieur le Président et merci Madame la Présidente pour la présentation que vous nous avez faite, qui, je dois le dire, ne me rassure pas puisqu'elle s'inscrit dans le droit fil d'un certain nombre de nos constats, observations. Et j'ai bien en tête encore le dernier débat budgétaire avec un ministre nous expliquant qu'il était sur un budget à l'euro près. Alors, la question de la proximité et de la, comment dirais-je, de la précision me paraît, je pense qu'on pourrait faire comment dirais-je, soumettre à la fois la représentation nationale, mais également un certain nombre d'experts sur ça veut dire quoi à l'euro près. Lorsque l'on regarde, et vous l'avez souligné, la largesse des reports de crédit
inédite. Nous l'avons souligné, nous, très tôt. Pour l'instant, c'est plutôt passé sous les radars de l'actualité parce que c'est évidemment moins trash qu'un certain nombre d'événements. Mais, et vous l'avez dit, quand on conjugue ces observations avec la remontée des taux, on s'aperçoit que finalement, notre budget, il est quelque part en apesanteur et qu'on a un risque d'atterrissage particulièrement douloureux, à la fois sur la charge financière liée à nos déficits, et puisque c'est en pleine actualité, quand on ajoute la fameuse dette climatique, ça risque d'être particulièrement violent, avec, pour avoir toujours émis beaucoup de réserves sur le budget dit budget vert de l'État, je pense que quand on fait un effort, il vaut mieux prendre un peu de temps, essayer de faire en sorte d'apprécier la couleur verte, en tous les cas, l'empreinte écologique et environnementale de nos dépenses. Si c'est pour se prononcer sur 10% des dépenses, excusez-moi du peu, mais c'est vraiment, vraiment pas à la hauteur. Et je le redis, je pense qu'il faut moins communiquer et dire de manière plus claire, même si c'est parfois douloureux dans l'expression, il faut dire la vérité, surtout sur les chiffres. Parce que la précision des chiffres et leur exactitude conditionnent des choix pour demain. Je vais reprendre là aussi, vous avez évoqué, je partage, pour le dire depuis un certain temps, proposer à nos assemblées des votes sur des lois de programmation militaire, santé, justice. On a toujours envie d'avoir davantage de dépenses. Mais ensuite, quand d'autres événements arrivent et viennent percuter les réalités, il faut accepter de reconsidérer la chose. Sinon, on est dans une espèce de dépendance que vous avez rappelée par la dégradation de nos comptes publics, par l'envolée des déficits. Enfin, le déficit, si on regarde sur les dépenses, plus de 160 milliards pour 2022, qui pose d'ailleurs, à mon avis, et c'est ce que je vais vous poser également comme question sur cette évolution, c'est j'entends qu'il va y avoir dixit le ministre de l'économie et des finances, une revue des dépenses publiques pour normalement, je cite toujours, produire plusieurs milliards d'euros d'économies. 165 milliards. Pouvez-vous, en tous les cas, apprécier quel montant d'économie serait susceptible, aux yeux des chiffres dont nous disposons et que vous avez analysés, quel pourrait être l'effet et quel montant en termes d'économie? S'agissant, vous l'avez dit, des prévisions de recettes, évidemment, comme vous, j'attends beaucoup plus de précisions sur les hypothèses retenues dans les collectifs budgétaires, parce qu'on voit bien qu'il y a une espèce de forme de cavalerie, hein, avec les reports, etc. Mais quelles sont, selon vous, les raisons qui expliquent ces écarts constatés entre des prévisions et puis dont on voit que c'est d'ailleurs plutôt à la fin de l'année où finalement les recettes effectivement constatées ne sont pas à la hauteur des prévisions? J'ai entendu votre recommandation, mais faut-il dans ce cas-là proposer des changements de méthode, et si oui, lesquels, et selon finalement quel mode opératoire? Et puis dernière question qui concerne la certification des comptes, qui me paraît là aussi être finalement le gage, en tout cas le pendant de la bonne tenue des comptes. Vous l'avez rappelé, refusé cette année de certifier les comptes de la branche famille de la Sécurité sociale et de la CNAF. S'agissant de l'État, vous avez certifié évidemment la régularité et la sincérité des comptes, mais avec un certain nombre de réserves que je qualifierais de notables, notamment sur la participation, les participations de l'État dans EDF et dans la Caisse des dépôts. Est-ce que vous avez des explications à nous fournir éventuellement sur les raisons qui conduisent le gouvernement à ne pas suivre vos recommandations, dont je rappelle qu'elles ne sont pas que des recommandations pour cette année.
doit-on, enfin, que doit-on déduire et que pourrait-on proposer? Merci Jean-François. Madame la Présidente, peut-être sur cette première série de questionnements. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer à répondre sur le dynamisme des recettes fiscales parce qu'évidemment, c'est un point extrêmement important. Alors, peut-être déjà, il faut comprendre pourquoi il y a eu un tel rebond cette année. Ce rebond, je le rappelle, hein, c'est quand même 27 milliards de plus de recettes que prévu, ce qui représente 9,7% du montant total de ces recettes. Alors tout d'abord, il y a un impact de l'inflation. Cet impact de l'inflation, il a pesé sur la TVA, qui a augmenté de 9,4%, soit 1,6 fois plus vite que la croissance du PIB en valeur. Et puis, il y a eu un impact aussi sur l'impôt sur le revenu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des augmentations de salaire. La masse salariale a suivi, bien sûr, en partie l'augmentation des prix. Et cet impact est quand même de 11 milliards. Donc, ça n'est pas nul. Mais je dirais que le principal impact, c'est quand même celui qui pèse sur l'impôt sur les sociétés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu en 2021 une croissance du bénéfice fiscal des entreprises de 41%. C'est considérable, c'est lié évidemment à la très forte croissance, peut-être aussi au niveau des aides dont ont bénéficié les entreprises au cours de cette période quand même particulièrement compliqué, difficile pour tous. Et ça a joué positivement sur les acomptes qui ont été versés par les entreprises en cours d'année et sur le solde versé en 2022. Donc, on voit d'ailleurs, et c'est intéressant, que les acomptes de fin d'année 2022 n'ont pas diminué, ce qui montre qu'il y a quand même une anticipation assez favorable des entreprises sur une certaine poursuite de l'activité économique. Il y a eu deux baisses, comme je le rappelais, la TICFE à cause du bouclier tarifaire énergétique et puis bien sûr la redevance audiovisuelle, mais bien entendu l'évolution reste globalement très positive. Alors est-ce que ça va se poursuivre? Probablement pas. Les anticipations que nous faisons et dont nous rendrons compte d'ailleurs prochainement dans d'autres rapports, et notamment le rapport qui sortira en juin sur la situation des finances publiques, montrent que du fait de la baisse de la croissance, bien évidemment, l'élasticité des recettes fiscales en 2023 devrait être inférieure à 1. Alors qu'elle est supérieure très nettement cette année. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir une augmentation identique des recettes fiscales l'année prochaine. Ça, c'est parfaitement clair. Sur l'impact de l'inflation sur la charge de la dette. Alors, bon, effectivement, il y a deux effets dans l'augmentation de la charge de la dette cette année. Il y a un effet volume qui est lié à l'augmentation de l'encours. Je l'ai rappelé, cette augmentation est quand même très importante. Et puis, il y a évidemment la constitution de provisions pour charges d'indexation dans les comptes de l'État qui correspondent à l'indexation des coupons qui vont être versés aux détenteurs de ces titres au cours des mois qui viennent. L'effet taux en 2022, il est nul. C'est trop tôt. En revanche, il va évidemment peser en 2023 avec le recul attendu de l'inflation. On pourrait avoir une diminution de la charge d'intérêt liée aux obligations indexées. En revanche, l'effet taux va devenir prépondérant dans l'augmentation de la charge de la dette l'année prochaine. Alors, on peut se demander pourquoi l'agence France Trésor continue dans cette période compliquée en termes d'inflation à émettre des OAT indexés. En fait, ça correspond quand même à une demande de certains investisseurs, un besoin de refinancement sur des titres qui acceptent l'évolution de l'inflation.
Et puis, le volume reste à peu près constant. Dans l'ensemble de la dette, les obligations indexées représentent à peu près 10%. Donc, c'est un poids quand même relativement faible. Néanmoins, la Cour a effectivement recommandé d'actualiser en fait la doctrine de l'agence France Trésor sur les conditions d'émission des titres indexés, parce que cette doctrine est un peu ancienne, elle est préalable au choc d'inflation, antérieure au choc d'inflation, donc il y a effectivement nécessité de revoir, et nous savons que c'est en cours. Donc voilà pour ce qui concerne l'impact de l'inflation sur les taux. Alors, pour répondre à vos questions, monsieur le rapporteur général, la précision des prévisions budgétaires était effectivement peut-être un peu compliquée en période à la fois de fin de crise sanitaire et puis aussi d'évolution quand même très forte de la situation internationale avec le choc consécutif à la guerre en Ukraine. L'inflation qui était préalable, mais qui a été accentuée par l'augmentation des coûts de l'énergie. Et donc, on peut comprendre qu'il y ait des réajustements nécessaires en cours d'année. C'est d'ailleurs sans doute pour cette raison qu'il y a eu un décret d'avance et 2 lois de finances rectificatives. Néanmoins, nous constatons quand même qu'il y a effectivement des sous-consommations très importantes de crédit. J'ai rappelé les chiffres tout à l'heure. Et donc, il y a eu principalement des sous-consommations sur le plan de relance, qui ne va pas peut-être aussi vite que cela était prévu. Il y a eu également des sous-consommations sur la mission économie, notamment par exemple l'aide aux entreprises énergo-intensives n'a pas été consommée du tout au niveau pour lequel elle avait été budgétée. Il y a eu aussi ponctuellement d'autres sous-consommations, par exemple sur le plan d'aide aux demandeurs d'emploi de longue durée, qui n'a pas été mis non plus, enfin consommé au rythme attendu. Donc au final, beaucoup de mise en réserve et donc effectivement un certain flou, je dirais. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer je pense que déjà, bon, la conjoncture se stabilise quand même un petit peu, donc on peut espérer que les prévisions seront plus fiables. Nous pensons qu'elles peuvent l'être, et peut-être d'ailleurs les revues de dépenses permettront de contribuer à y voir plus clair dans un certain nombre de postes budgétaires. Ça reste évidemment un exercice à mener. Alors, vous évoquiez le montant des économies attendues par ces revues de dépenses. Là, je dois dire que je ne peux malheureusement donner aucune précision. La Cour va contribuer à ces revues de dépenses, mais elles sont en cours. Nous en faisons nous-mêmes de notre côté et nous identifions sur un certain nombre de politiques publiques des marges de manœuvre. Je pense, je l'ai cité tout à l'heure, les dépenses fiscales. Vous allez me dire, c'est quelque chose qui revient depuis longtemps, mais néanmoins, il y a certainement matière quand on voit leur augmentation. Il y a aussi peut-être sur des gros budgets comme les aides au logement des évolutions possibles qui permettraient de faire des économies. Mais les revues de dépenses, elles sont certes conçues pour faire des économies, mais aussi pour améliorer la qualité de la dépense, c'est-à-dire en fait l'efficience. C'est la question de l'atteinte des résultats obtenus avec des masses de crédit aussi importantes. Est-ce que vraiment les résultats sont au rendez-vous? Et ça, c'est extrêmement important aussi. Dépenser moins, bien sûr, c'est nécessaire. Dépenser plus, enfin dépenser mieux, pardon, c'est également indispensable. Je ne prétends pas à ce sacerdoce. C'est les mots de la première ministre. Ah bon, voilà. Écoutez, nous serons d'accord sur ce point avec elle. Alors, mais comme vous le savez, elle a annoncé hier, je crois, un gel supplémentaire de 1% sur les dépenses des ministères, qui s'ajoute aux 5%.
Donc voilà. Alors un petit point sur l'endettement, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, cet endettement il a augmenté de 24% en 3 ans. Il est devenu effectivement considérable. On va enregistrer avec la hausse des taux d'intérêt une augmentation très certainement de la charge de la dette. Alors peut-être pas en 2023 parce que ça met un petit peu de temps, bien sûr, au fur et à mesure du renouvellement des émissions pour se traduire dans la charge de la dette. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'impact du déficit est majeur et que donc, si on veut revenir à une trajectoire plus proche de celle du projet de loi de programmation pour les finances publiques ou Qui est toujours à l'état de projet. voilà, qui est toujours un projet, mais la Cour espère, bien sûr, appelle de ses voeux une nouvelle loi de programmation. Le premier président l'a dit à plusieurs reprises, ou bien s'inscrire dans les perspectives énoncées par la Commission européenne sur les nouvelles règles futures. Bien, effectivement, il y aura beaucoup à faire. Et vous parliez des lois de programmation sur les finances publiques. Le Haut Conseil des finances publiques a eu l'occasion de rappeler que si on souhaite revenir à 3% de déficit public en 2027, eh bien, il faudrait que, compte tenu justement du poids des dépenses rigidifiées par les lois de programmation, il faudrait que les autres dépenses de l'État baissent de 1,4% en volume chaque année. C'est un effort qui paraît difficile. Difficile, voilà. Compte tenu de ce qu'on connaît sur la dynamique de la dépense publique, on n'a pas de précédent qui permette de nous rassurer sur l'atteinte de cette prévision. Donc voilà, alors ce que je peux vous dire à ce stade, peut-être un petit mot alors sur les changements de méthode par rapport aux recettes. Je n'avoue que je n'ai pas de réponse facile à vous donner. Il faut certainement qu'il y ait des instruments au niveau de la DGFiP notamment qui permettent de mieux appréhender plus tôt et plus finement les évolutions d'assiette qui expliquent ce meilleur rendement de l'impôt que nous constatons. Donc ça remet un petit peu en lumière le travail qui reste à faire dans ce domaine. Enfin, sur les réserves que nous indiquons dans l'acte de certification qui font l'objet notamment de remarques sur la Caisse des dépôts et EDF. Sur la Caisse des dépôts, c'est un désaccord très ancien que nous avons avec la Direction générale du Trésor sur la façon de comptabiliser dans les comptes la participation de l'État à la Caisse des dépôts. C'est une question assez technique finalement de classement comptable. Ce qu'on peut dire, c'est que la loi Pacte a un petit peu modifié la donne, puisque elle a quand même prévu un certain nombre de dispositions qui indiquent notamment que le directeur général de la Caisse des dépôts est nommé par le gouvernement, enfin qui a rapproché quand même un petit peu la Caisse des dépôts de l'État, et donc nous ne sommes pas d'accord avec la Direction générale du Trésor sur ce qu'il convient de retenir dans les comptes de l'État. Sur EDF, en fait, il y a dans les comptes d'EDF un certain nombre de titres qui n'appartiennent pas à l'État et qui n'ont pas été déduits de l'assiette qui permet d'intégrer la valeur d'équivalence dans les comptes de l'État. Là aussi, c'est assez technique. Je pense que c'est un point sur lequel nous pourrons progresser dans les années qui viennent, et je ne suis pas très inquiète sur cet aspect. Pardon d'avoir été un petit peu longue. Merci, Madame la Présidente. Non, mais tout va bien, quoi qu'on approche de midi. Donc, je vais demander à mes collègues qui sont inscrits au nombre de 7 pour le moment, je dirais, d'essayer d'être
d'être concis et on va essayer de grouper l'ensemble de ces questionnements. Vous les noterez pour répondre ensuite. Donc nous commençons par Jérôme Bascher, puis Marc Laménie. Je ne serai pas tellement concis, Monsieur le Président. Désolé de vous... Non, mais je vais essayer d'être simple. Résumé en deux temps. L'autorisation parlementaire d'un côté et de l'autre côté, les sujets de charges d'intérêt et de dette. Sur l'autorisation parlementaire, le Premier Président appelle à ce qu'il y ait une nouvelle loi de programmation des finances publiques. Moi, on n'appelle pas à ça. Nous, on appelle ça au respect d'une loi de programmation des finances publiques. Car vous l'avez souligné dès le départ, c'est l'effort structurel n'a pas été au rendez-vous. Il aurait fallu, selon la loi, réviser cette loi de programmation. Or, cela n'a pas été fait. Et cela n'a pas été fait quasiment depuis le début. Car dès la première année, je le rappelle, Monsieur le Président, vous étiez président de la Commission à ce moment-là, en titre et pas momentané, pas par intérim. Dès la première année, il y a eu dérive. La loi de programmation des finances publiques n'a pas été respectée dès la première année. Donc voilà. Et d'ailleurs, vous le rappelez dans un second temps, lorsque vous soulignez vous-même que la loi de finances rectificative, dont on a voulu modifier un peu le contour, en disant qu'on mettait plus de mesures fiscales, c'était presque une pré-loi de règlement. Et c'est cela, la réforme de la loi organique sur les lois de finances. Eh bien, cette loi de finances rectificative, vous l'avez dit, s'est éloignée encore plus de l'atterrissage que nous avons vu en 2021. Donc, non-respect de la loi organique, non-respect de la loi de programmation des finances publiques. Et puis, vous le soulignez aussi, on a quand même un sujet majeur sur les reports. Autant en 2020, situation exceptionnelle, nous comprenons l'explosion des reports. En 2021, passe encore, on est à la limite sur le Covid. En 2022, il n'y a plus une seule raison. Et vous soulignez par ailleurs que les restes à réaliser ne cessent de s'accroître eux aussi. Report de crédit d'un côté et les restes à réaliser sont encore plus importants. Donc on est là vraiment sur une dérive complète de nos finances publiques parce que c'est de la dette sous la ligne. Et j'en viens à ma deuxième partie, la dette. Vous y avez répondu en partie, Madame la Présidente, sur la dette indexée à inflation. Alors je vous invite à lire un très bon rapport que j'ai commis, ce qui vous aurait peut-être évité une petite approximation, sur le fait que la dette indexée à inflation, depuis sa création en 1998, auquel j'ai modestement participé au début de ma carrière, eh bien, est encore aujourd'hui à solde positif. Et ça, il faut que tout le monde l'ait en tête. Car pendant longtemps, cela a été un bénéfice pour les contribuables, pour la charge de notre dette, que d'émettre avec des OAT indexés à inflation. Il est vrai que tout cela a été gommé d'un coup, d'un seul, en 2022. Donc on voit bien, de toute façon, il est assez logique, je crois, en macroéconomie, qu'à la fin, l'inflation et les anticipations d'inflation, tout ça revient sur la norme à la fin, et donc c'est le point d'équilibre. Et mais c'est essentiel, cette OATI, parce que qui la détient? Qui la détient, mes chers collègues? C'est la Caisse des dépôts. C'est le livret A qui est le principal détenteur. Ce sont nos économies. C'est le fait d'avoir quelque chose de très stable sur ce point-là pour rembourser, pour rémunérer nos épargnants. Donc là-dessus, je ne suis pas totalement d'accord avec votre recommandation sur les OATI. Et puis, c'est un sujet essentiel pour la dette française qui est de bientôt, l'année prochaine, cette année, en 2023, pardon, qui sera la première dette européenne en niveau, plus que la dette italienne, en niveau. C'est absolument incroyable. Et c'est sa liquidité qui fait aujourd'hui son prix relativement modeste. Et c'est sa seule liquidité. Et pour qu'il y ait liquidité, il ne faut surtout pas changer de politique sur l'émission. Car sinon, le marché ne vous fait plus confiance. Et à ce moment-là, nous retrouverons dans les taux d'intérêt eux-mêmes, auxquels nous empruntons sur l'ensemble de la courbe, sur l'ensemble des produits, une charge bien supérieure. Et c'est donc la même idée sur le budget vert. Et j'attends de lire avec attention, parce que là aussi, je crois avoir commis un rapport là-dessus, qui dit que c'est une chance aussi d'émettre et d'avoir été longtemps le premier émetteur de dette verte. Ça participe aussi à écouler notre dette.
car c'est la dernière chose, et j'en conclus, ce qui fait notre force aujourd'hui et notre bonne émission de dette, c'est sa liquidité, c'est-à-dire sa taille, sa profondeur, la diversité de ses produits, car ce n'est plus, hélas, la crédibilité de notre trajectoire de finances publiques. Merci Jérôme. Marc Laménie. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la Présidente et la Cour des comptes. Monsieur le rapporteur général, chers collègues, je le ferai avec beaucoup moins de talent que Jérôme qui m'a précédé. Mais j'aurais juste 2-3 observations. Déjà, concernant la présentation de ce travail de fond et d'expertise, bon, c'est vrai que les charges, plus de 500 milliards d'euros, les produits, 341 milliards d'euros, et donc les chiffres sont réellement parlants. Alors, je voudrais revenir sur la page 14, qui fait une bonne synthèse entre l'État, le lien entre l'État et les collectivités territoriales. Et c'est vrai que, historiquement, l'État reste le premier partenaire des collectivités territoriales, que ce soit les communes, intercommunalités, départements, régions. Vous avez tout à fait raison d'insister sur la notion de complexité. Alors, c'est vrai que ça s'élève à 143 milliards d'euros, ce qui est quand même particulièrement important, et c'est aussi le débat qu'on a souvent en commission des finances, mais aussi en séance, sur l'autonomie financière des collectivités territoriales, et quelles sont un peu ma question sur l'évolution et le devenir de ce partenariat entre l'État et les collectivités territoriales. Puis j'aurais aussi une dernière question concernant les recettes, parce que le tout, c'est que conforter l'évolution des recettes de l'État, recettes fiscales notamment. Vous avez évoqué, Madame la Présidente, la baisse des effectifs de certaines administrations, certains services de l'État, notamment le ministère de l'Économie et des Finances. Et je voudrais aborder le sujet justement de la lutte contre la fraude. Et il y a quand même des manques à gagner, et c'est vrai que les moyens humains, ils sont là aussi pour essayer de conforter les recettes de l'État. Et on sait qu'il y a un combat aussi sur la lutte contre la fraude. Peut-on estimer le montant de la fraude en la matière? Voilà, je vous remercie. Merci Marc. Isabelle Briquet, puis Michel Canuet. Isabelle. Merci Monsieur le Président. Merci Madame la Présidente de nous avoir présenté ce rapport ce matin, et surtout d'avoir rappelé la nécessité de respecter le principe d'annualité et de spécialité budgétaire, puisque on commençait à l'oublier depuis quelque temps. Et c'est vrai que je souscris pleinement à cette recommandation. Et si on pouvait avoir et si l'État pouvait la suivre au sens vraiment le plus strict possible, ça nous arrangerait, parce que ça, faut reconnaître que ça nuit quand même grandement au travail du Parlement. L'importance des reports, vous les avez soulignés. Enfin, ça nous rend la tâche bien difficile pour avoir un avis objectif sur le budget de l'État. Par ailleurs, vous l'avez souligné aussi, on observe en 2022 le dynamisme des recettes, mais avec à côté de ces recettes une augmentation importante de la dépense et une augmentation de la charge de la dette qui ne va que s'accroître, puisque pour l'instant il n'y a pas encore l'effet taux, mais on va le percevoir très rapidement. Donc on a globalement un volume et de dette et de dépenses qui va augmenter. Pour autant, si certaines recettes augmentent, nous voyons bien que les besoins à venir pour financer notamment la reconversion écologique sont très importantes. Pensez-vous qu'il soit judicieux du coup de se priver de recettes par un désarmement fiscal continu, puisque ça fait plusieurs années où on se prive allègrement de certaines recettes, et alors qu'on nous annonce de nouveaux allègements fiscaux? Voici mon questionnement. Merci. Merci Isabelle. Michel Canuet, et puis ensuite Stéphane Sautarel. Michel.
Deux questions, Madame la Présidente, en vous remerciant de votre présentation. Tout d'abord, sur le slide 15, vous évoquez sur les restes à payer, alors qu'ils augmentaient de façon régulière jusqu'en 2020, une très forte augmentation, 126 milliards à 214 entre 2020 et 2022. Qu'est-ce qui explique qu'il y ait une telle augmentation? Est-ce que cela est inquiétant pour nos finances publiques? Première question. Et puis deuxième question, dans votre propos tout à l'heure, vous avez évoqué l'approche verte de considération des impacts sur l'environnement que la Cour entendait mener, et notamment la publication prochaine d'un rapport à ce sujet. Et j'ai lu hier dans les Échos qu'effectivement, la Cour préconisait la réduction du cheptel bovin. Alors ceci m'inquiète particulièrement parce que on doit parler également de souveraineté alimentaire et on doit parler de capacité à conserver le milieu rural. Et ce type de préconisation, Madame la Présidente, je dois l'avouer, m'inquiète tout particulièrement. Est-ce que vous entendez poursuivre en ce sens? Merci Michel. Stéphane Sautarel, puis Christian Billac. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Présidente. J'avais trois questions ou trois remarques, mais je ne peux que rebondir. Je pensais que c'était un peu hors sujet, mais puisque Michel Canvet l'a évoqué sur effectivement le rapport qui est sorti lundi sur cette question de l'élevage qui inquiète tous les ruraux. Voilà. Au-delà de ça, pour revenir au cœur du sujet, on mesure, et beaucoup a déjà été dit, en fait, les aléas et les risques qui pèsent sur un budget qui est déjà très déséquilibré et qui en plus est victime de beaucoup d'inconnus ou en tout cas de facteurs de risque qui ont été soulignés par les uns et par les autres. Trois points sur lesquels je voulais m'arrêter. La dette, ça a déjà été longtemps repris par les différents intervenants précédents. Toutefois, cette question-là, effectivement, aujourd'hui, à la fois sur le volume, et on avait qualifié, je crois, 2023 du mur de la dette par rapport au niveau de refinancement qui serait nécessaire et exceptionnellement élevé en 2023. Donc, même si l'impact taux ne sera pas encore plein en 23, mais davantage en 24, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'impact volume qui déjà était présent en 22 et qui en 23 va être aussi considérable, au-delà des remarques qu'a pu faire Jérôme Bascher déjà sur la partie OATI. Deuxième remarque, c'est sur les dépenses fiscales sur lesquelles vous avez insisté, sur leur dynamisme, leur niveau. Et j'aurais une question complémentaire sur leur évolution et leur part relative par rapport à l'ensemble du niveau de la dépense qui est en constante augmentation. Et je pense qu'effectivement, c'est un sujet sur lequel nous serons amenés à travailler. Et puis le troisième élément concerne les transferts entre l'État et les collectivités territoriales. Vous avez souligné à raison que depuis 2021, il y a un accroissement et en tout cas une part de TVA considérable qui vient modifier les équilibres suite à différentes décisions fiscales en particulier. Mais il y a un autre élément qui est peu commenté, c'est la baisse, en revanche, de la contrepartie des dégrèvements. Et c'est un élément particulièrement inquiétant puisque les dégrèvements ont deux qualités. C'est qu'à la fois ils permettent de garder une dynamique et une territorialisation de l'impôt, ce qu'on avait recommandé dans la réforme de la CVAE et qui n'a pas été entendu. Or là, le constat que l'on fait, c'est que la part relative des compensations liées au dégrèvement est en constante diminution, ce qui est aussi un facteur d'inquiétude quant à la dynamique des ressources et à l'autonomie des ressources des collectivités. Merci. Merci Stéphane. Christian Billac, puis Daniel Breuiller. Christian. Merci Monsieur le Président. Merci Madame la Présidente. Si je devais limiter à 10 mots mon intervention, je serai bref, rassurez-vous, je dirais 160 milliards de déficit et le non-respect des grands principes budgétaires de la comptabilité publique qu'on apprend la première semaine où on étudie ce sujet à l'université. Au bout de 15 jours, on a appris ça et là, c'est pas respecté. Les recettes fiscales, donc, ça devenait un peu une tradition, cet écart entre les prévisions et l'affaire de fin d'année ou la loi de règlement. Mais je crains fort que cette tradition soit abandonnée, étant donné l'optimisme des prévisions pour le budget en cours.
je crois que cette tradition, qui finalement n'était pas si mauvaise, de voir augmenter les recettes fiscales, on l'abandonne très rapidement pour revenir peut-être à des cruelles surprises. Les dépenses, bien, on voit bien, hein, il y a un chiffre qui interpelle quand même, 33% des dépenses en augmentation par rapport à 2019, c'est-à-dire avant le Covid, 33%, c'est énorme. Et cette année, on avait quand même 47 milliards d'économies possibles sur Covid, soutien, relance, hein, ce qui aurait permis, si on avait réaffecté ces 47 milliards aux autres dépenses de l'État, d'arriver à repasser sous la barre du budget à 400 milliards, et en donnant quand même aux autres missions de l'État une augmentation de l'ordre de 10%, ce qui est quand même quelque chose de convenable, me semble-t-il. Mais ça n'a pas été fait, c'est ainsi. Évidemment, on reste dans les règles, les reports de crédit hors urgence et relance, qui traditionnellement étaient aux alentours de 1%, ça varie un peu en dessus, en dessous, on passe à 8%. Où on en est, et je passe rapidement sur le reste à réaliser, pour conclure avec les collectivités locales. Alors, Cocorico, 143 milliards, on est les meilleurs, mais ce n'est pas le discours que me tiennent les maires, que je rencontre chaque semaine. Stéphane Sautarel l'a souligné déjà, mais c'est une hausse en trompe-l'œil. Donc évidemment, un concours de l'État phénoménal, mais à côté des charges qui pèsent et des suppressions d'impôts. Ces concours, ils ne font que compenser les suppressions d'impôts. Donc c'est vraiment un affichage un peu facile à faire. Mais moi, les élus, encore une fois, que je rencontre, avec qui je débat toutes les semaines, ils me disent pas que c'est merveilleux. Voilà, avec quelques remarques que je voulais faire. Merci Christian. Daniel Breuiller, puis on terminera avec Arnaud Bazin. Je souscris à ce que vient de dire René Billac, le collègue Billac, sur les collectivités. Je voulais, comme mes collègues, vous remercier, Madame la Présidente. Du coup, je vais limiter à un seul sujet, qui est le sujet climatique, le budget vert, et une ou deux questions. D'abord, vous évoquez le budget vert en disant c'est un outil très imparfait, mais au moins on a un outil. Bon, les outils sont faits pour être utilisés. Et moi, si j'ai bien compris, et je voulais votre confirmation, par exemple, les dépenses d'aide à l'essence, d'aide à la consommation d'essence au moment de la crise pétrolière ne figure pas dans les dépenses brunes. C'est quand même assez étonnant quand on s'interroge sur ce qu'est une dépense brune, qui est plutôt une dépense qui mobilise du pétrole et qui a du coup des conséquences négatives en termes d'émissions de CO2. Je dois dire que je ne comprends pas pourquoi c'est une dépense neutre, enfin qui n'est pas classée en dépense brune. Et du coup, j'ai un doute au fond sur l'efficacité d'un outil qui n'est pas capable de dire ce qu'est une dépense brune et ce qu'est réellement une dépense verte. Et je préfère le rapport de Pisani-Ferry à un budget vert, parce qu'au moins il ouvre des pistes d'action. Mais ce sur quoi je voulais vous questionner, c'est que vous présentez un budget préoccupant, enfin un tableau préoccupant mais pas surprenant, mais ce tableau est d'autant plus préoccupant qu'il y a des transitions à faire. Et donc je partage le point de vue de ma collègue Briquet. Peut-on faire ces transitions sans avoir des recettes supplémentaires ? Est-ce qu'on peut simplement, à chaque fois, par une baisse de la dépense, se garantir la capacité, par exemple, à éviter des dépenses futures? Et je pense particulièrement, évidemment, aux investissements dans la transition écologique, car les coûts de la non-adaptation de notre pays à la crise climatique seront des coûts extrêmement élevés. Et donc, il vaut mieux, sans doute, des dépenses aujourd'hui que des dépenses accrues demain. Voilà, c'était une question sur la façon dont on regarde au fond ces dépenses, et notamment dans cet effort de transition. Et est-ce que le seul regard budgétaire, évidemment, ne peut suffire à nous donner les capacités de faire face à ces transitions nécessaires? Merci Daniel. Arnaud Bazin. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente. J'avais une question sur le maintien de l'émission d'OAT indexée sur l'inflation, mais je dois dire que le cours magistral du haut fonctionnaire de Bercy, du sénateur Jérôme Bascher, m'a édifié, sous réserve toutefois, Madame la Présidente, que vous confirmiez que
les bénéficiaires de ces OAT, en tout cas les acheteurs de ces OAT indexés sur l'inflation, sont bien en effet ceux qui ont été indiqués par Jérôme Bascher, et que c'est pas une opportunité pour des investisseurs privés de trouver là une source de revenus. Et ma deuxième question portait sur les transferts financiers et les concours de l'État aux collectivités. Dans le prolongement de la question de Stéphane Sautarel, on observe qu'en 2020, on est à près de 23 milliards d'euros qui sont des contreparties de dégrèvement, qui ne sont plus que 7 milliards d'euros en 2022. Alors bien sûr, tout ça s'inscrit dans un remaniement fiscal général, mais est-ce que vous pouvez donner un peu plus de précision sur ces transferts et cette baisse de 23 à 7 milliards? Merci Arnaud. Alors Madame la Présidente, exercice difficile pour vous de répondre à l'ensemble de ces questionnements dans un délai raisonnable, mais on va vous donner quand même le temps de développer la pensée de la Cour. Je vais essayer de faire au mieux. Alors, un point sur l'intervention, monsieur le sénateur, votre intervention concernant notre recommandation sur les OATI. Le propos de la Cour n'est pas de dire qu'il faudrait en diminuer le montant dans l'ensemble des volumes d'émissions. Il est plutôt de dire qu'il faut réexaminer quand même un petit peu la doctrine à la lumière de l'augmentation de l'inflation, quitte peut-être d'ailleurs à maintenir l'encours actuel s'il apparaît, comme vous le disiez très justement, que ça répond aux besoins de certains organismes, et notamment de la Caisse des dépôts. Donc il est nécessaire effectivement que l'Agence France Trésor diversifie les propositions qu'elle fait au marché, et les OATI en font partie. Simplement, la situation a radicalement changé quand même avec l'augmentation de l'inflation, et ça incite à la prudence, d'autant plus qu'il va y avoir l'impact de la hausse des taux et qu'on ne sait pas très bien si l'inflation va diminuer et à quel rythme. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, sur la question du respect de la loi de programmation des finances publiques, en fait, la question qui me semble vraiment importante, c'est celle de la sortie programmée normalement pour la fin de l'année de la clause de circonstances exceptionnelles, dont on ne connaît pas encore très bien, comme je le disais tout à l'heure, les conditions, puisque c'est en cours de discussion, mais qui va certainement nous contraindre beaucoup plus en termes de dépenses publiques et de soldes, puisqu'il va falloir se mettre dans une trajectoire à 4 ans d'atteinte d'un niveau de 3% en 2027, ce qui, effectivement, compte tenu des propos que j'ai, enfin de ce que je viens de présenter, va exiger des efforts importants. Un point sur la lutte contre la fraude. Aujourd'hui, je suis bien ennuyée pour vous donner un chiffrage, parce qu'il n'est pas fait par la Direction générale des finances publiques, qui ne mesure pas ce qu'on appelle l'écart fiscal, qui est la différence entre ce que les impôts devraient rapporter s'il n'y avait pas de fraude et ce qu'ils rapportent effectivement. Donc nous l'avons fait remarquer par des rapports, et nous sommes d'ailleurs encore sur ce sujet actuellement, et il y a des travaux en cours à la Direction générale des finances publiques pour essayer de progresser dans ce domaine-là, notamment depuis l'annonce du ministre de l'économie et des finances sur chargé des comptes publics plutôt, sur la question de la lutte contre la fraude fiscale. Pour la diminution des impôts, ce qu'a dit le premier président, bien sûr, vous le savez certainement, c'est qu'il était difficilement envisageable aujourd'hui de programmer des baisses d'impôts qui ne seraient pas intégralement compensées. On peut difficilement imaginer qu'il y ait de nouvelles baisses qui ne soient pas compensées. Je rappellerai quand même que le taux de prélèvement obligatoire aujourd'hui en France est le plus élevé de la zone euro. Donc la marge de manœuvre est quand même, pour créer de nouveaux impôts, est un petit peu compliquée. Et pour les baisser, comme on n'a pas de marge de manœuvre budgétaire, c'est également complexe.
En ce qui concerne les restes à payer, alors pourquoi cette augmentation? L'essentiel des restes à payer vient, comme je le disais, en partie de l'évolution de cette masse de crédit qui n'était pas véritablement affectée et des reports, mais surtout du programme France Relance qui n'a pas été exécuté au rythme attendu, et ça représente la moitié des restes à payer qui sont constatés. En ce qui concerne les transferts de l'État aux collectivités locales, alors le rapport donne les grands ordres de grandeur et montre que les prélèvements sur recettes représentent à peu près un tiers, la fiscalité transférée un autre tiers, la TVA un troisième tiers, et que les dépenses budgétaires sont d'assez faibles montants. Je voudrais rappeler qu'il va y avoir bientôt un rapport qui va être présenté par la Cour, qui va concerner, comme tous les ans, les finances publiques locales et qui va donner un état à jour de leur situation financière. Donc, on devrait pouvoir mieux mesurer cette situation qui recouvre certes beaucoup de disparités, mais qui, dans l'ensemble, la Cour l'a déjà constaté l'année dernière, n'est pas mauvaise. L'État ayant quand même largement compensé les diminutions de recettes. Alors, il y a eu un rapport qui avait été remis d'ailleurs à la Commission des finances l'année dernière sur les scénarios de financement des collectivités locales qui dressait un certain nombre de perspectives pour l'avenir. Sur la situation plus particulière des dégrèvements, alors oui, il y a eu effectivement ce problème lié à la suppression de la taxe d'habitation, mais si on fait la somme des pertes et en même temps on la compare à l'importance des transferts, c'est équilibré. Il n'y a pas même les transferts de TVA suite à la réforme de la TH et des impôts de production sont plus élevés que la totalité des mesures de suppression. Donc, il faudrait faire un point plus précis. Je n'ai pas d'éléments aujourd'hui, mais globalement, c'est équilibré. Et enfin, sur les mesures énergie qui étaient cotées neutres, effectivement, en 2022, elles devraient être cotées, en tout cas pour partie brune, à partir de 2023. Je voudrais rappeler quand même que la direction du budget est assez volontariste sur ce sujet et qu'elle essaye de coter le plus grand nombre de dépenses possible. Pour cela, il faut qu'elle dispose de tous les éléments qui peuvent lui être communiqués par les ministères. Donc, on peut espérer quand même une amélioration du taux de dépenses cotées vertes et brunes. Voilà ce que je peux dire pour répondre assez rapidement aux questions qui ont été posées, Monsieur le Président. Merci infiniment, Madame la Présidente. Assez précis, ce qui est le propre du travail de notre commission, surtout quand on est sur des sujets aussi chiffrés que ceux de ce matin. Merci à vous tous. Bonne fin de journée pour mes collègues. Rendez-vous dans l'après-midi avec le texte des douanes. Enfin, QAG déjà bien.